Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle matinale RSM. Alors, ce que l'on vous propose à travers les matinales RSM, ce sont des webinaires le vendredi matin sur un créneau de 45 minutes qui nous permet d'aborder l'actualité de vos entreprises en lien avec les larges domaines d'expertise de RSM, social, fiscal, financier, sécurité. En tout cas, cette semaine, on se retrouve avec une thématique liée à la conformité, en binôme avec un de nos partenaires, pour évoquer l'entrée en application DORA début 2025. SGP, êtes-vous prêts? Alors, avant de passer la main à nos experts du sujet, quelques mots rapides sur le réseau RSM d'une part. Nous sommes donc un cabinet d'expertise comptable, d'audit et de conseil. En France, RSM, c'est un réseau de proximité puisque nous sommes présents dans les principaux pôles régionaux et nous sommes 9e France sur les missions d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Et puis RSM, c'est également un réseau présent à l'international. Nous sommes le 6e réseau mondial d'audit, d'expertise comptable et de conseil. Donc nous sommes finalement un cabinet pluridisciplinaire puisque tous les différents métiers et expertise de RSM nous permettent de couvrir un large spectre de sujets concernant vos structures. Et d'autre part, j'évoquais un binôme sur l'animation de ce matin, puisque nous sommes accompagnés du cabinet June, qui est un cabinet d'avocats dédié à l'informatique, au numérique et aux technologies avancées. C'est un cabinet indépendant qui offre des solutions sur mesure adaptées aux besoins et qui va conseiller les entreprises technologiques et les entreprises utilisatrices dans leur transformation digitale, donc en B2B, sur des prestations en cybersécurité. Donc, on vous a mis à l'écran les types d'accompagnement proposés qui peuvent donc aller de l'élaboration de documentation pour SI et contractualisation des services de cybersécurité à l'assistance en cas de cyberattaque ou contentieux, ou encore qui peut comprendre l'accompagnement pour la mise en conformité. Je n'en dis pas plus sur cette introduction et je vais laisser tout de suite la main à nos deux experts qui vont se présenter et dérouler cette présentation. Merci Aurélia pour cette présentation. Bonjour à tous. Je suis Betty Sfez, effectivement avocat associé et fondateur du cabinet June. Je suis ravie d'être parmi vous ce matin pour aborder ce sujet passionnant mais complexe relatif au règlement DORA. Bonjour, pour ma part, Antoine Baranger, directeur IT et Risk Advisory au sein de RSM France, plus particulièrement spécialisé sur les sujets de sécurité et privacy. Je vous propose de commencer par la présentation. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous présenter un décryptage de la réglementation DORA, donc comprendre les tenants et aboutissants, mais également vous fournir certaines clés pour assurer la mise en conformité avec cette réglementation. Donc, on verra dans une première partie une présentation synthétique de la réglementation, les objectifs, les raisons pour lesquelles cette réglementation est mise en place et son périmètre d'application, ainsi qu'une présentation générale des grands piliers d'exigence de la réglementation. Dans un deuxième temps, on passera pilier par pilier sur le contenu de chacun des piliers d'exigence et, comme je le disais tout à l'heure, vous fournir certaines pistes pour assurer la mise en conformité avec ces différents piliers d'exigence. Et puis, on terminera cette présentation avec une présentation des risques à ne pas se mettre en conformité. Et enfin, une présentation d'une méthodologie pour assurer cette mise en conformité. Alors, je vous propose tout de suite de passer par la présentation synthétique de DORA. Donc, tout d'abord, DORA pour Digital Operational Resilience Act. Donc, c'est une réglementation sur la résilience opérationnelle des acteurs du secteur financier. Le mot-clé, c'est le mot résilience. Attention, dans les échanges que j'ai pu avoir avec différents acteurs du secteur et notamment des SGP, on entend souvent par résilience, plan de continuité, DRP. Ça va plus loin que ça, on entend tous les risques qui peuvent impacter
l'atteinte la réalisation des activités de l'entreprise et l'atteinte de ses objectifs. Donc, on entend par là également le risque de cyberattaque, le risque de défaillance d'un prestataire clé du prestataire. Alors, pourquoi cette réglementation? Pour 3 raisons principales. Tout d'abord, parce qu'aujourd'hui, le risque cyber est devenu un risque majeur. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, le risque cyber est classé dans le top 10 des risques pour les entreprises. Par ailleurs, parce que le secteur financier est de plus en plus digitalisé, et qui dit digitalisation dit exposition au risque cyber. Et là encore, vous n'êtes pas sans savoir que le secteur financier est un secteur plus particulièrement visé par les cyberattaques, si ce n'est le secteur le plus visé. Et puis la troisième raison, c'est qu'on est dans un secteur avec de plus en plus d'interconnexion entre les acteurs, ce qui fait que un acteur qui est impacté en termes de résilience peut impacter d'autres acteurs qui évoluent dans son écosystème. Donc voilà les trois principales raisons que nous avons identifiées pour la mise en place de cette réglementation, ce qui fait que le périmètre d'application, il est assez large, il s'applique à l'ensemble des acteurs du secteur, avec quelques exceptions. Et puis, en termes d'application, il y a certains degrés d'application, avec notamment un cadre simplifié de DORA pour certains acteurs. Alors peut-être que Betty, tu voulais rajouter certains points juridiques par rapport au périmètre et au cadre simplifié? Oui, tout à fait. Je te remercie, Antoine. Effectivement, j'ai quelques remarques à ce sujet-là. La première remarque porte sur le fait qu'il s'agit d'un règlement européen et non d'une directive. Donc, en fait, ce règlement a vocation à s'appliquer immédiatement. Il n'y a pas besoin d'une transposition au sein des différents droits nationaux. Ce qui veut dire que, à compter du 17 janvier 2025, ce règlement s'imposera au SGP. Ça, c'est le premier point, qui est un point non négligeable à connaître. Le second point, qui est en lien avec, du coup, cette idée et cette notion de cadre simplifié, c'est que vous devez savoir qu'un des principes fondamentaux du règlement DORA, c'est le principe de proportionnalité. Le principe de proportionnalité implique quoi? Il implique qu'il y a malgré tout une application du règlement différenciée en fonction de la taille de l'entité financière, de son profil de risque, mais également de la nature ou de l'ampleur ou encore de la complexité des services qui sont fournis par cette entité financière. Donc, en fait, il y a une sorte de version allégée du règlement qui est particulièrement complexe et on peut le dire quand même contraignant pour certaines catégories d'entreprises. C'est par exemple le cas pour les entreprises appelées micro-entreprises, donc à savoir moins de 10 personnes et puis un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros annuels. Donc, dans ce genre de situation, un certain nombre d'obligations ne vont pas s'appliquer du coup à ces catégories d'entreprises. C'est par exemple le cas pour la nécessité de faire des audits très réguliers, ou alors c'est le cas en matière d'évaluation des risques à chaque modification importante de l'infrastructure. Les micro-entreprises ne sont pas assujetties à ce type d'obligation. Voilà. Merci Betty pour ces précisions. Alors, on a fait la présentation générale de la réglementation. Maintenant, si on descend dans le cran en dessous, on va avoir ici les 5 piliers d'exigence DORA. Donc, tout d'abord, le cadre de gestion des risques. Ensuite, le contrôle de la résilience opérationnelle, la surveillance des prestataires,
la gestion des incidents et enfin le partage d'informations. J'en dis pas plus sur ce slide parce qu'on va faire une présentation plus détaillée de chacun de ces piliers d'exigence. Je serai en charge personnellement de présenter le pilier 1, 2 et 3 et Betty se chargera de présenter les piliers, je présenterai les piliers 1, 2 et 4 et Betty se chargera de présenter les piliers 3 et 5. Alors, ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite sur le premier pilier, le cadre de gestion des risques. Ce que je voulais évoquer en introduction par rapport à ce premier pilier, c'est qu'il n'y a pas de nouveauté fondamentale par rapport au contrôle spot cyber que vous pouvez avoir depuis quelques années. Ces contrôles spot cyber qui s'appuient sur le référentiel ISO 27001, qui est un référentiel de système de management de la sécurité de l'information, qui est une norme internationale, mais qui s'appuie également sur le guide d'hygiène de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. En dessous, dans le schéma, dans le slide, je vous ai présenté de manière synthétique les grandes étapes et les points clés qu'il faut mettre en place pour ce cadre de gestion des risques. La première étape, et ça a été rappelé encore par l'AMF il y a quelques temps, c'est de recenser l'existant et d'identifier les risques. Évidemment, je ne peux pas mettre en place de dispositifs de sécurité si je ne sais pas ce que je dois proposer. Donc là, la première étape, c'est de faire son inventaire des processus au sein de l'entreprise, des actifs qui permettent de délivrer ces processus, ça d'une part, et puis d'autre part, d'identifier les menaces qui vont porter sur ces actifs et qui vont générer des événements redoutés par l'entreprise. Quand on entend événements redoutés par l'entreprise, ça va être une fuite de données, une indisponibilité des données ou encore une fraude. Donc ça va être mes risques que je vais identifier, et ce qui va constituer mon objectif de la première étape. Une fois que j'ai identifié ces risques, je vais mettre en place des mesures de sécurité pour maîtriser, réduire ces risques, limiter ces risques. Donc là, je passe à ma deuxième étape. Et ces mesures de sécurité, il va falloir que je les formalise à travers des documents. Donc, parmi ces documents, vous avez la PSSI, la charte informatique, des programmes de sensibilisation des collaborateurs, la gestion des vulnérabilités ou des malwares, encore la gestion des sauvegardes, le plan de continuité ou la gestion des incidents. Ici, ça va être mon cadre qui définit mon dispositif de sécurité, des actions de sécurité que je mets pour maîtriser les risques que j'ai identifiés. Dans ma troisième étape, je vais avoir un aspect de pilotage et de gouvernance, c'est-à-dire que je vais déterminer qui va assurer la mise en œuvre des actions et le contrôle de la bonne application des actions. Et surtout, point important dans la réglementation DORA, mais dans tout système de management de la sécurité, je dois impliquer la direction dans la gestion de la sécurité à travers des comités de direction dédiés à la sécurité. Quel est le rôle que la direction va avoir? C'est d'une part de valider les risques qui sont identifiés et la criticité des risques et de décider si on maintient les actions de sécurité que l'on a déjà mises en place ou si on n'accepte pas les risques et on doit mettre des actions de sécurité complémentaires. Dans ce cas-là, on a des nouveaux projets qui sont mis en place et potentiellement sur la quatrième étape de l'outillage à mettre en place. Donc DORA, mais pas seulement DORA, mais là on parle de DORA, implique, sous-entend, elle ne l'exige pas formellement, mais sous-entend l'outillage en matière de sécurité, notamment sur les points suivants, la sensibilisation des collaborateurs à travers des outils de e-learning ou des outils de phishing, à travers des outils de protection et de surveillance, comme des EDR par exemple, ou enfin à travers des exigences liées aux accès, avec des accès MFA, donc par double authentification. Ça va être des points clés qui seront à mettre en place. Et je disais, c'est pas seulement à travers DORA. Moi, je le vois en travaillant pour certaines SGP, notamment dans le cadre de Due Deal avec des acteurs anglo-saxons, ce sont des points systématiquement surveillés sur ces sujets-là.
Et puis la dernière étape, une fois que j'ai mis en place ce dispositif, ça va être évidemment de contrôler ce que j'ai mis en place à travers des tests de phishing, des tests d'intrusion ou des tests de continuité. Alors, je vous ai mis dans le slide suivant une illustration à travers un risque. Dans les SGP, souvent, votre système d'information est assez simple. On travaille autour d'une messagerie et d'un serveur de fichiers. Après, il y a quelques outils SaaS complémentaires, mais le cœur, c'est la messagerie et le serveur de fichiers dans de nombreux cas. Donc ici, on a identifié l'actif messagerie. Par rapport à cet actif messagerie, il peut y avoir des menaces, de l'ingénierie sociale ou du phishing. Cette menace, elle peut générer un risque de fuite de données. Si par exemple un collaborateur se fait usurper à travers un phishing et fournit ses identifiants et mots de passe qui permettent à l'individu malveillant derrière de s'introduire dans votre système d'information et récupérer des données, ou peut générer une indisponibilité des données. Si dans le mail, il y a une pièce jointe, le collaborateur ouvre la pièce jointe qui contient un exécutable qui va lancer un ransomware. Voilà les risques. En face de ces risques, on va mettre en place des mesures pour limiter ce risque. On va mettre en place des outils anti-phishing ou antivirus sur la messagerie pour limiter les flux de phishing ou limiter le lancement d'exécutables dans les pièces jointes. On va mettre également des EDR sur les postes de travail pour bloquer des ransomware. On va mettre de la sensibilisation des collaborateurs pour qu'ils puissent détecter ce type de mail malveillant. Et puis, en action de réponse, on va prévoir des sauvegardes et des plans de continuité pour restaurer les données, le système d'information, au cas où si un ransomware s'exécute. Ces mesures de sécurité, comme je le disais, on va les formaliser dans une PSSI et dans des procédures pour indiquer comment cela va se dérouler pour la mise en œuvre. Et s'il y a des actions qui ne sont pas actuellement mises en œuvre, elles passent dans un plan d'action qui va être arbitré ou pas arbitré favorablement ou pas par la direction. Une fois que j'ai mis en place mes mesures, derrière, je m'assure à travers des tests que mes mesures de sécurité que j'ai mises en place, elles sont bien au bon niveau pour garantir la maîtrise des risques. Donc, dans le cas présent, je vais pouvoir réaliser des tests de phishing, des tests d'intrusion ou des tests de continuité. Ces tests, je vais les présenter à ma direction qui, elle, va prendre connaissance des résultats et décider si on est au bon niveau de maîtrise du risque ou alors arbitrer pour mettre en place des mesures complémentaires. Voilà pour cette présentation du cadre de gestion des risques. Le deuxième pilier d'exigence concerne le contrôle de la résilience. Donc, on va reprendre dans une certaine mesure ce que j'évoquais sur la partie contrôle dans le cadre de gestion des risques. Ce qui est demandé ici par DORA, c'est pour les risques majeurs qui peuvent impacter la résilience de l'entreprise, avoir des tests sur les mesures mises en place qui vont assurer que ces mesures garantissent une bonne maîtrise du niveau de résilience de l'entreprise. Donc, je passe très rapidement, mais on a évoqué le phishing, donc je mets de la sensibilisation, des tests de phishing. En face, je vais avoir des rapports de sensibilisation ou des rapports d'exercice de phishing. Si dans mon serveur de fichiers, j'ai des données très sensibles que je veux limiter à un certain nombre d'acteurs, je vais mettre en place une segmentation des droits et derrière, je vais contrôler que cette segmentation des droits, elle est bien mise en place à travers des revues des droits et des habilitations qui vont générer un compte-rendu de revue des droits et des habilitations. Si j'ai des collaborateurs qui sont souvent en nomadisme, j'ai un risque lié à mon poste de travail. Un risque que ces collaborateurs, lorsqu'ils sont dans un hall de gare ou sur une terrasse d'un café, si leur poste de travail n'est pas suffisamment sécurisé, ils peuvent se faire cibler par un cyberattaquant qui prend la main sur leur poste de travail pour ensuite pouvoir progressivement s'introduire dans le système d'information de l'entreprise. Donc, par rapport à ça, je vais réaliser des audits de sécurité de mon poste de travail et je vais avoir des rapports qui vont me donner un niveau d'indication sur le niveau de sécurité de mon poste de travail.
De la même manière, sur mes parties prenantes, mon prestataire informatique, par exemple, ce qui est un prestataire clé externalisé, si je ne l'ai plus, cela peut générer un risque pour la réalisation de mon activité. Donc, je vais vérifier son niveau de sécurité par différents moyens, vérifier si ce prestataire a des certifications ou des attestations, certifications de type ISO 27001 ou SOC 2. Je vais vérifier que ces certifications, elles sont à jour. Et s'il n'a aucune de ces certifications, je vais pouvoir organiser des audits de sécurité de ces prestataires. J'en dis pas plus, Betty reviendra sur ce sujet des tiers. Et puis enfin, je peux avoir un risque de continuité, de perte de mon système d'information de production. Donc, par rapport à ça, j'organise des tests de restauration des données ou de bascule sur mon data center de secours. Point important sur cette thématique, il a été évoqué dans la réglementation DORA, la notion de TLPT. Donc, ce sont des tests de pénétration avancés. Donc, sur ce sujet-là, ces TLPT ne vont concerner que les principaux acteurs de la place financière. Donc, en tant que SGP, vous ne serez pas concerné par ces tests-là. Néanmoins, il est exigé de réaliser des tests de pénétration, des tests d'intrusion à fréquence annuelle. Voilà pour cette thématique sur le contrôle de la résilience. Et puis la dernière thématique que je vais vous présenter, dernier pilier d'exigence, ça concerne la gestion des incidents. Là, c'est quelque chose de nouveau qui est introduit par la réglementation DORA, c'est l'obligation de notification de l'autorité de tutelle en cas d'incident majeur. Il y a deux cas de notification. Le premier, en bas du slide, dans l'encart vert, c'est tous les accès malveillants ou non autorisés au système d'information. Donc ça, c'est le premier cas. Et dans ce cas-là, il est obligatoire de notifier l'autorité de tutelle de cet incident. Et puis le deuxième cas, qui inclut plusieurs conditions, ça va être plutôt une erreur interne ou une panne interne dans les processus de l'organisation et qui va générer au moins deux des conditions qui sont indiquées dans l'encart vert du slide. Donc, un impact sur les clients, un impact en termes de réputation, un impact en termes de durée, un impact en termes d'État membre impacté, un impact sur la disponibilité, l'intégrité ou la confidentialité des données, et puis ensuite un impact en termes de budget. Voilà. Donc, selon ces différents types d'incidents qui sont considérés comme majeurs, vous aurez la nécessité de notifier votre autorité de tutelle avec des documents types à compléter qui ont été présentés à travers des RTS et des ITS. Voilà. Ce que je voulais ajouter par rapport à ces incidents, c'est que au niveau de la notification de l'autorité de tutelle, il n'y a pas eu de précision aujourd'hui sur comment cela devait se dérouler. L'autorité de tutelle pour les SGP, ce sera l'AMF à notifier. Il n'y a pas eu de précision sur comment les SGP devront notifier l'autorité de tutelle. Est-ce que ça se fera à travers l'extranet DORA ou directement par mail auprès du chargé de relations avec la SGP? Il n'y a pas eu encore de précision sur ce sujet-là. Betty, est-ce que tu voulais rajouter des éléments sur la partie gestion des incidents? Oui, j'avais juste un point à rajouter qui est que également les incidents peuvent également être remontés au client. Donc, un incident majeur peut être remonté au client dès lors qu'il y a une incidence sur des intérêts financiers de ce dernier. Donc, le texte prévoit clairement ce point-là. Donc, ça fait un petit peu écho avec les obligations de notification que l'on connaît par ailleurs dans le cadre du RGPD. Donc, il y a une notification à l'autorité de tutelle, certes, mais il peut également, dans certaines situations, avoir une communication obligatoire auprès du client ou de l'utilisateur
concernés. Donc ça, c'est un point qui est pas négligeable, puisque la communication aux clients et aux utilisateurs est toujours quelque chose d'assez délicat. Donc c'est à prendre en considération. Du coup, j'attaque. Merci Antoine d'avoir décrit ces différents piliers. Là, je vous propose de faire un focus sur 2 autres piliers majeurs, à savoir le management ou la surveillance des prestataires tiers, mais également le partage d'informations. Alors, je vais d'abord faire un focus sur le partage d'informations, qui est un pilier, on va dire, de moindre importance, ou tout du moins un pilier qui amène à ce stade peu de discussions et qui a été peu commenté à ce jour. Qu'est-ce qu'on entend par partage d'informations? Ce que vous devez en fait appréhender, c'est que dans le but d'une résilience opérationnelle globale du secteur financier, les SGP en fait sont encouragés à partager des informations liées à des incidents de cybersécurité avec leurs pairs. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que si vous identifiez un piratage informatique ou une attaque cyber, ou si vous êtes victime d'une panne significative, eh bien évidemment, le législateur européen vous incite à communiquer et partager ces informations avec vos pairs. L'objectif, c'est vraiment de s'assurer donc d'une résilience globale. Alors, bien évidemment, on ne va pas partager ces informations qui sont sans doute hautement confidentielles avec n'importe qui. Donc, l'idée, c'est de s'assurer que ce partage se fasse dans le cadre d'une communauté de confiance. Ça, c'est le premier point. Et puis, le législateur européen insiste sur le fait que ce partage d'informations implique bien évidemment la mise en place d'un dispositif sécurisé. Voilà. Afin de respecter les obligations de confidentialité, le secret des affaires, la protection des données personnelles, voilà, des choses qui sont assez évidentes. À ce jour, nous n'avons pas d'informations complémentaires, en tout cas à ma connaissance, sur les conditions plus précises de ce partage, les différents canaux autorisés. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais plutôt me concentrer sur un point qui est plus important et qui est significatif dans DORA, à savoir la surveillance des tiers. Alors, pourquoi ce point est significatif? Pour la bonne et simple raison qu'en fait, il y a une crainte du législateur ou une crainte des autorités. Et cette crainte, en fait, c'est l'attaque de la chaîne d'approvisionnement, qui implique dans un premier temps la compromission d'un prestataire et qui va aboutir au final à, on va dire, une attaque généralisée sur l'intégralité des clients de ce prestataire. Donc, pour pallier à ça, le législateur européen a intégré cette notion de surveillance des prestataires. Alors, quand on parle de prestataires, et ça c'est une question qui nous a été remontée à plusieurs reprises, on parle de quel prestataire? En fait, à la lecture du texte et à la lecture des différents commentaires des autorités de contrôle, on comprend que prestataire, il faut l'entendre au sens très large du terme, à savoir tous les prestataires de services informatiques, qu'il s'agisse de services en mode cloud, SaaS, qu'il s'agisse de la fourniture de logiciels on-premise, qu'il s'agisse à la fois de la fourniture de software, mais également de hardware. Donc au final, ça concerne de nombreux prestataires avec lesquels vous, les SGP, vous travaillez au quotidien. Alors, ensuite, quelle est la conséquence de la surveillance de ces prestataires? C'est que la première conséquence, c'est que toutes les obligations qui s'imposent à vous, les SGP, vont s'imposer à l'identique à vos prestataires. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il va s'imposer du coup à ces prestataires un encadrement de la relation commerciale, un encadrement ou un dispositif contractuel relativement lourd.
Et c'est ce que je vais vous présenter dans la slide suivante. Alors, donc pour la bonne gestion des risques liés aux prestataires de services TIC, il y a plusieurs obligations et ces obligations-là, on les a intitulées le dispositif contractuel. Alors, le premier point, c'est vous devez être en capacité de mener une évaluation préalable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que dans un premier temps, vous, les SGP, d'un point de vue vraiment pratique, c'est vous devez déjà pouvoir identifier les prestataires TIC qui sont susceptibles de se voir imposer la réglementation DORA. Donc concrètement, vous faites quoi ? Vous faites la liste de vos prestataires avec lesquels vous travaillez. En fonction de la taille de votre structure, cette identification des prestataires va se faire relativement rapidement. Une fois que vous avez identifié ces prestataires, vous devez évaluer ces prestataires. Donc, l'évaluation, c'est quoi ? C'est par exemple évaluer le risque de dépendance à ce prestataire. C'est par exemple mener un audit afin, par exemple, de savoir s'il n'y a pas de conflit d'intérêt avec ce prestataire. Donc là, on est vraiment au stade de l'audit, de l'évaluation préalable. Qu'est-ce qui fait que j'ai choisi ce prestataire ? Est-ce que je ne prends pas de risque à travailler avec ce prestataire au regard des différentes exigences que vous a présentées préalablement Antoine ? Ensuite, le deuxième sujet que j'ai intitulé l'avenant DORA, il y a un travail réellement d'analyse des contrats, à savoir les conditions générales ou les contrats que vous avez négociés avec ces différents prestataires. En fonction de ces prestataires, donc ça peut être soit des contrats de gré à gré que vous avez négociés avec eux, soit on va dire des éditeurs de logiciels de renom ou des éditeurs même américains, où en général, il y a peu de place à la négociation, on ne va pas se mentir. Donc, vous avez clairement accepté leurs conditions générales de vente. Quel que soit le type de prestataire, sachez que la réglementation DORA vous impose aujourd'hui, en fait, d'intégrer dans les contrats avec ces prestataires un certain nombre de clauses obligatoires. Et chose qui est assez étonnante ou assez inédite plutôt, c'est que le législateur a été jusqu'à lister les clauses qui sont incontournables, les clauses obligatoires. C'est-à-dire que vous voulez continuer à travailler avec ce prestataire, vous devez leur imposer un certain nombre de clauses et vous devez obtenir de leur part un certain nombre de garanties. Et ça, c'est quelque chose d'inédit. Puisque si je me permets de faire un parallélisme avec le RGPD imposait déjà un cadre contractuel avec certains sous-traitants. Néanmoins, le législateur européen n'avait pas été jusqu'à lister le type de clause qu'il fallait impérativement intégrer dans les contrats. Il y avait un certain niveau de précision, mais là, on va vraiment au-delà. Donc, pour vous donner des exemples concrets de clauses qui sont assez évidentes à la lumière de ce que vous a présenté Antoine, il est par exemple indispensable d'avoir dans les contrats avec ces prestataires des clauses relatives à l'audit pour vous permettre en fait d'auditer, de superviser, d'analyser, de contrôler. Il est également indispensable d'avoir des clauses relatives par exemple à l'assistance en cas d'incident. Comment votre prestataire va venir vous aider en cas d'incident. Autre clause qui est significative, c'est de pouvoir négocier la clause de résiliation. En fait, comment sortir de ce contrat ? Si justement, dans le cadre d'une mission d'audit ou d'opération d'audit, vous vous rendez compte que votre prestataire n'est plus en capacité de vous offrir un certain niveau de garantie, il faut que vous puissiez sortir facilement de la relation contractuelle. A contrario, il ne faut pas non plus que ce prestataire puisse se dégager facilement de la relation contractuelle, puisque en fonction du niveau de criticité du service qu'il vous fournit,
il faut pouvoir bien évidemment négocier un préavis suffisamment long pour vous permettre à vous les SGP de vous retourner, d'assurer une migration avec un prestataire tiers ou au contraire de réinternaliser la prestation. Désolée. Donc, il y a vraiment un travail juridique à mener qui ne sera pas forcément toujours évident avec certains de ces prestataires. Justement, Betty, pour avoir échangé avec plusieurs SGP ou travaillé avec plusieurs SGP, pour les petites SGP, ils travaillent souvent avec des petits prestataires informatiques qui sont bien évidemment, tu le comprendras, aux normes des exigences DORA. C'est un grand sujet de doute pour les CSGP de savoir comment on va gérer cette relation avec ces petits prestataires, parce que sortir de cette relation, aller avec des plus gros prestataires, ça a aussi un impact en termes de coût. Comment on peut gérer cette problématique pour les SGP? Alors, c'est un vrai sujet et je pense que là, il faut essayer d'être pratico-pratique et pourquoi pas appliquer la méthode que certains ont pu appliquer justement, et désolé si je fais toujours un parallélisme avec le RGPD, mais c'est parce que le RGPD nous a enseigné un certain nombre de choses. Si vous travaillez si un SGP travaille avec un prestataire avec qui il a confiance, l'objectif justement, c'est d'essayer d'échanger avec lui et au besoin le faire monter en compétences. Donc l'idée, c'est pas seulement d'avoir un dialogue de sourds et de leur dire voilà, je suis soumis à une réglementation, la réglementation m'impose ça, vous devez absolument vous mettre en conformité et me fournir des garanties pour dans un mois. Bien évidemment que ce discours ne passera jamais. Donc l'idée, c'est plutôt de travailler ensemble, d'identifier quelles sont les garanties qui peuvent être fournies par ces prestataires à court terme. L'idée, c'est toujours d'avoir un plan d'action, puisque de toute façon, pour la mise en conformité ou pour justement pouvoir accéder à ce niveau de résilience qu'exige le législateur européen, il incombe au SGP d'abord de mettre un plan d'action, d'éditer un plan d'action et de pouvoir ensuite prouver qu'on est en train de suivre ce plan d'action. Donc moi, ce que je vous propose d'un point de vue vraiment pratique, c'est d'imposer un plan d'action à ces petits éditeurs et de les faire monter en compétences et en cas de contrôle d'une autorité, justement de pouvoir démontrer qu'il y a un travail qui est en cours. Je pense que c'est la méthode la plus simple, ça relève du bon sens et ça permet de prendre en considération que, bien sûr, la mise en conformité, c'est un travail qui est long, qui peut être fastidieux et qu'on ne peut pas imposer ça du jour au lendemain à des petites entités. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Très bien. Il nous reste, on va dire, 2 minutes pour terminer sur les risques de non-conformité et sur la démarche de mise en conformité. Je te laisse la main sur les risques de non-conformité. Oui, tout à fait. Alors, sur les risques de non-conformité, pour aller à l'essentiel, donc, bien évidemment, le législateur européen qui impose toutes ces obligations a réfléchi à des sanctions. Les sanctions peuvent être diverses. Il peut s'agir de sanctions pécuniaires pour lesquelles aujourd'hui nous n'avons pas de visibilité encore. Il peut s'agir également de sanctions plus opérationnelles, à savoir demain, donc vous manquez à ces obligations, vous pouvez vous voir imposer, par exemple, le fait de cesser une partie de votre activité. Donc, on est sur des choses en fait assez classiques, qui est que l'autorité va vous enjoindre de vous mettre en conformité, l'autorité va vous enjoindre de cesser tel pan de votre activité, ou l'autorité va du coup vous imposer une sanction pécuniaire dont les montants restent encore à déterminer. Au-delà de ces sanctions parfois sévères, il y a des choses plus pratiques auxquelles on peut penser. Qu'on a du coup intégré dans notre slide, à savoir le risque d'image ou le risque commercial. On va pas se mentir, à terme, si les SGP ne font pas ce travail de mise en conformité, il y a un risque d'image, surtout un risque commercial, qui est qu'à terme, peut-être qu'elles pourront moins travailler avec certains prestataires, être en difficulté dans le cadre d'opérations de due deal.
Donc c'est plus ce sujet-là, je pense qu'il faut cibler que vraiment la crainte d'une sanction pécuniaire. Je pense que de toute façon, ce travail de conformité, il faudra le mener et il faudra le mener en bonne intelligence pour éviter de se voir fermer des portes d'un point de vue commercial. Voilà. Antoine, je te laisse. Merci. Pour terminer sur cette présentation, comme je vous l'évoquais, on vous a présenté une démarche de mise en conformité en 5 étapes. La première étape commence par une analyse de l'existant, un gap analysis avec DORA qui peut intégrer une carte des risques si la carte des risques n'a pas été mise en place, et surtout un plan d'action de mise en conformité pour les non-conformités identifiées. Dans les étapes suivantes, on a une partie d'implémentation des non-conformités du cadre de gestion des risques avec les formalisations de politiques, de procédures ou la mise en œuvre d'outillages spécifiques comme j'ai évoqué tout à l'heure. Sur certains points d'exigence spécifiques, notamment sur les tiers et les incidents, également les actions à mettre en place pour assurer la mise en conformité. Et puis la dernière étape, une fois qu'on a mis en place ce cadre de gestion des risques et ces exigences spécifiques liées aux tiers et aux incidents, pouvoir mettre en œuvre un programme de contrôle incluant des tests réguliers de nos dispositifs de sécurité qui ont été mis en place. Et puis, la dernière étape, ça va être le run, la mise en œuvre de ce dispositif et le suivi régulier, l'évaluation et le suivi régulier de ce dispositif. Ce qu'on voulait évoquer à travers cette démarche, c'est qu'effectivement, RSM, en partenariat avec le cabinet June, peut intervenir sur, évidemment, ces différents sujets pour vous accompagner. Voilà, nous allons terminer avec cette présentation. Il reste un petit peu de temps pour les questions. Donc, vous avez la main maintenant pour nous interroger sur certains points qu'on n'aurait pas suffisamment précisés ou certaines questions qu'on n'aurait pas abordées. Merci à tous les deux pour votre présentation. Alors effectivement, pour laisser le temps à éventuellement d'autres questions, j'ai quelques questions qui nous avaient été posées d'autre part, et notamment une première question qui est quelle articulation finalement y a-t-il avec donc DORA et la directive NIS2? Alors effectivement, ça c'est une question qui nous est remontée assez régulièrement. Donc le législateur européen travaille, il n'a de cesse de pondre des textes. Et un des textes sur le volet cyber dont vous avez certainement entendu parler, donc c'est la directive qu'on surnomme directive NIS2. Pour être très concret, compte tenu du peu de temps que nous avons, le principe en droit est le suivant. S'il existe un texte spécial mais également un texte, on va dire, plutôt générique, c'est le texte ou la loi spéciale qui s'applique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les SGP, vous pouvez mettre de côté les obligations issues de la directive NIS2 et que vous devez vous concentrer sur ce texte spécial, à savoir le règlement DORA. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être une autre question qui serait est-ce que l'entreprise est obligée d'être en conformité avec DORA à la date d'application du règlement que tu évoquais, Betty, en janvier 2025? Alors, sur ce point-là, il n'est pas exigé d'être totalement en conformité en janvier 2025. Mais l'idée, c'est de pouvoir montrer qu'on a lancé la démarche, à minima d'avoir fait ce gap analysis que j'évoquais lors du dernier slide et d'avoir défini son plan d'action. Après, il y a des points qui sont assez essentiel à prioriser. C'est évidemment la cartographie des risques, parce que ce que je disais, je vais construire mon dispositif à partir de ce que je connais et ce que j'ai à protéger. Et puis, l'autre point qui est important, c'est ce qu'avait évoqué Betty, parce qu'on en a beaucoup parlé depuis 2 ans, c'est la gestion des prestataires qui ressort comme un sujet majeur. Donc, ce seraient les points vraiment prégnants à traiter. Très bien, merci beaucoup.
Peut-être une autre question, c'est est-ce que l'entreprise est obligée de produire, pardon, un corpus documentaire du cadre de gestion des risques avec une PSSI, des politiques de second niveau et des procédures? Oui, alors sur ce point-là, effectivement, le pilier 1, cadre de gestion des risques, fait un petit peu peur parce qu'on a l'impression qu'il faut produire un document par type d'exigence. On peut très bien, pour des petits acteurs, encore une fois, on rentre dans la question de proportionnalité et de simplification selon la taille de l'acteur et ses risques. On peut très bien identifier un seul document, au moins une grande PSSI qui va inclure toutes les politiques de second niveau et les procédures. Donc, on peut très bien avoir quelque chose synthétisé dans un seul et même document. Et à ce sujet-là, ça a été remonté aussi par l'AMF lors d'un webinaire de l'AFG sur le sujet de DORA. Très bien, merci beaucoup. Alors, je vois qu'on a également des questions dans le chat. Alors, il est 10h16, on va peut-être pas pouvoir prendre toutes les questions, mais est-ce que vous êtes OK pour prendre quelques questions live du chat? Alors, je voyais sur la gestion des incidents, l'obligation de notification de l'autorité de tutelle et éventuellement client ne concerne que les incidents majeurs. Oui, enfin pour l'autorité de tutelle, ça concerne que les incidents majeurs selon les conditions qu'on a présentées dans le slide. Et pour les clients, est-ce que tu as apporté des précisions, Betty, sur ce sujet-là? Oui, on est également sur des incidents majeurs, hein, de toute façon. Hein, donc, et qui, du coup, ont un impact significatif sur les intérêts financiers du client. Après, ça va être sur la notification des clients. Alors, je pense que pour les SGP, on peut être souvent dans le cas de clients assez VIP. Donc, ça va être selon l'appétence au risque de la direction de savoir si on ne le fait que dans le cadre d'incidents majeurs ou si on veut faire une notification même en cas d'incidents qui ne sont pas considérés comme majeurs dans le cadre de catégorisation qui a été présentée dans les slides précédents. Alors, peut-être une dernière question. Oui. Donc, je sais que RSM a plus d'une centaine de clients SGP. Est-ce que vous sollicitez concrètement par ces clients pour DORA? Alors oui, on a commencé à travailler avec un certain nombre de SGP sur DORA, notamment parce qu'on a pu voir à travers… alors moi, j'interviens depuis plusieurs années auprès de SGP sur des audits de sécurité, notamment relatifs au contrôle spot. On a pu constater que sur les volets cartographie des risques, il y avait des vraies lacunes. Donc, on est intervenu d'ores et déjà auprès de SGP sur la formalisation de cartographie des risques et également sur l'accompagnement à la formalisation du corpus documentaire, donc que j'ai évoqué, les PSSI. Et je dirais que c'est une bonne dernière question pour conclure sur le fait que bien évidemment, nos experts restent à votre écoute et à votre disposition pour vous accompagner sur ce vaste sujet et sur cette nouvelle réglementation. Il nous reste à vous remercier. À la fois, je remercie nos 2 animateurs de ce matin et aussi tous nos participants pour nous avoir écoutés et on vous dit à très vite pour une prochaine matinale RSM. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.